En titre dans cette édition, procès de Henry Van Breda en Afrique du Sud. La justice l'a reconnu coupable du meurtre de sa famille. L'opposition burundaise dénonce les intimidations au cours de la campagne du référendum. C'était suite à l'annonce des résultats provisoires publiés ce lundi. Puis reprise des manifestations au Nicaragua. Parallèlement, les discussions menées sous l'égide de l'Église catholique se poursuivent. Ravi de vous retrouver, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Je l'annonçais en titre, en Afrique du Sud, Henry Van Breda a été reconnu coupable par le tribunal du Cap pour l'homicide de son père, de sa mère et de son frère. La justice sud-africaine l'a aussi condamné pour tentative d'homicide sur sa sœur. Voici les détails. Premier chef d'accusation. Pour le meurtre de Rudy Van Breda, l'accusé est déclaré coupable. Deuxième chef d'accusation. Pour le meurtre de Martin Van Breda, l'accusé est déclaré coupable. Troisième chef d'accusation. Pour le meurtre de Teresa Van Breda, l'accusé est déclaré coupable. Quatrième chef d'accusation. Pour la tentative de meurtre de Marley Van Breda, l'accusé est déclaré coupable. Cinquième chef d'accusation. Pour avoir tenté de faire obstruction à la justice, l'accusé est déclaré coupable. Visage de marbre, Henry Van Breda n'a laissé transparaître aucune émotion lorsque le juge Siraj Desailly a prononcé le verdict. Le jeune homme a été jugé coupable d'un meurtre de sa mère, son père, son frère cadet. Il a aussi été jugé coupable d'avoir tenté de tuer sa sœur à coups de hache, un verdict qui soulage l'accusation. Du côté de l'équipe de l'accusation aussi, nous sommes heureux. C'est le premier pas vers l'assurance qu'il ira en prison pour une longue période. Vous avez entendu que nous nous opposons à ce qu'il soit libéré sous caution, mais nous avons considéré qu'il peut être détenu à l'hôpital de la prison de Pollsmoor à condition d'obtenir un certificat médical qui confirme la maladie qu'il a. Les faits remontent au 27 janvier 2015. Les corps sans vie de Martin Teresa et Rudy Van Breda sont retrouvés dans leur luxueuse propriété de Stellenbosch. Leur plaie indique qu'ils ont été assassinés à coups de hache. 2 membres de la famille ont survécu au carnage. Marley, la cadette, âgée de 16 ans à l'époque. Grièvement atteinte au cou et à la tête, elle restera 6 semaines dans le coma. Elle souffre aujourd'hui d'amnésie rétrograde. Autre survivant du drame, Henry, 20 ans à l'époque, légèrement blessé à coups de couteau qui fait figure de rescapé miraculeux, mais aujourd'hui jugé coupable. Au policier, il a affirmé que sa famille a été victime d'un intrus cagoulé, mais sa version est très vite mise en doute. Faute de preuves flagrantes, il ne sera inculpé qu'1 an et demi plus tard. Le juge a affirmé que lui seul pouvait être l'auteur de ce massacre à la hache et il a aussi condamné Henry Van Breda pour avoir maquillé la scène du crime et s'être infligé des blessures pour ne pas être démasqué. Henry Van Breda connaîtra sa peine lors d'une prochaine audience fixée au 5 juin prochain. Réforme de la Constitution au Burundi. Les citoyens de ce pays ont largement approuvé les textes. Lesquels textes peuvent permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. La participation, précisons-le, est de 96,4%. Reportage. Les résultats provisoires annoncés lundi par la commission électorale le disent clairement. Le oui en faveur de cette révision constitutionnelle a obtenu 73,2% des voix contre 19,3% au non, 3,3% à l'abstention et 4,1% pour les bulletins nuls. Ces chiffres n'incluent pas la diaspora, mais celle-ci ne représente que 0,27% des votants. Les résultats définitifs doivent être validés dans un délai de 9 jours par la Cour constitutionnelle. Le nouveau texte donne les mains libres au chef de l'État qui concentrera désormais seul tous les leviers du pouvoir exécutif au Burundi. Il acte aussi la mainmise totale de son parti sur les institutions et la dérive autocratique du pouvoir depuis 2015. La nouvelle constitution permettra à Pierre Nkurunziza, 54 ans, et au pouvoir depuis 2005, de briguer 2 mandats de 7 ans
à partir de 2020. Depuis sa candidature à un troisième mandat en avril 2015, contesté par l'opposition, la société civile et une partie de son camp, Nkurunziza a mené une répression brutale qui a fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés. Et parlant toujours du référendum au Burundi, après l'annonce des résultats provisoires publiés ce lundi, l'opposition a dénoncé les intimidations au cours de la campagne et se dit déçue. Outre l'opposition, les États-Unis ont dénoncé toujours ce lundi le climat de peur et d'intimidation au Burundi, déplorant l'absence de transparence lors du référendum sur la réforme constitutionnelle et mettant en doute ces résultats. Suivez plutôt. À écouter le président de la CENI, on dirait que tout est en rose. Or, vous savez que depuis l'annonce de ce processus, vous savez qu'il y a des gens qui ont été menacés, des gens qui ont été intimidés, des gens qui ont été terrorisés, des gens qui ont été emprisonnés, voire tués, y compris jusqu'au cours de cette campagne. Alors que de tout ça, ils ne disent rien, qu'ils présentent les choses comme relevant d'un monde meilleur. Je suis très très surpris. 12 terroristes ont été tués ce samedi au Mali. C'était au cours d'un accrochage avec l'armée dans une localité proche de Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le gouvernement malien, mais des sources locales soutiennent que les personnes tuées étaient des civils. Les détails. Un communiqué du ministre malien de la Défense a véhiculé que les forces armées maliennes, lors d'une patrouille de sécurisation de la foire hebdomadaire de Boulkessi, ont été accrochés par des terroristes. Ils étaient sous contrôle opérationnel de la force conjointe du G5 Sahel. Selon le texte, les forces maliennes déplorent un mort. 12 terroristes ont été neutralisés, des motos et des vélos de terroristes ont été détruits. Mais ce n'est pas le même son de cloche du côté des locaux qui affirment que ce sont 15 de leurs parents civils Peul, Songhai et Burkinabé qui ont été massacrés par l'armée malienne. Cette version vient semer le flou total sur cette affaire qui mérite d'être élucidée. Une source militaire africaine du G5 Sahel dit avoir la certitude qu'aucune arme de guerre ni de grenade n'ont été récupérées sur les plus de 12 personnes tuées. De tout temps, la minorité Peul de cette région affirme être systématiquement soupçonnée de collusion avec les groupes djihadistes. Elle avait déjà récemment accusé les forces de sécurité maliennes d'avoir commis des exécutions sommaires à son encontre. En République démocratique du Congo, les autorités et l'OMS ont lancé à Mbandaka la vaccination ciblée contre la maladie à virus Ebola. Et ce 13 jours après la déclaration de l'épidémie qui a déjà fait 26 morts dans cette région du nord-ouest du pays. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui à Mbandaka, c'est pour venir aussi lancer un nouveau volet de la riposte qui est en fait la vaccination. Donc la vaccination vient justement pour essayer donc de bloquer l'évolution de la maladie, mais c'est une vaccination qui ne sera pas une vaccination de masse. Nous utilisons le vaccin en tant qu'intervention de prévention des personnels exposés. Il y a un stock au moins de 300 000 doses qui sont en stock au niveau global et au pays nous avons déjà au moins 8500 doses qui sont disponibles. Donc, on vaccine que les contacts. Hors de l'Afrique, en France, Emmanuel Macron a réuni ce jour des acteurs de la politique de la ville à l'Élysée. Le président français doit dévoiler des initiatives pour améliorer la vie dans les quartiers défavorisés sans toutefois reprendre toutes les propositions de l'ambitieux rapport Borloo sur les banlieues. Emmanuel Macron a convoqué des acteurs de la politique de la ville à l'Élysée. Le but de ces assises est de dévoiler des initiatives destinées à améliorer la vie dans les quartiers défavorisés. Il s'agit donc d'un événement de mobilisation en faveur des quartiers prioritaires qui concentrent les difficultés économiques et sociales. Une ambition que le chef d'État français entend concrétiser sans pour autant reprendre toutes les propositions de l'ambition rapport Borloo sur les banlieues. Intitulé « Vivre ensemble, vivre en grand la République », ce rapport appelle à une réconciliation nationale, avec notamment une relance dans la rénovation urbaine à l'arrêt dans de nombreux quartiers, même si le financement promis par l'exécutif a été doublé à 10 milliards d'euros. Soulignant que le gouvernement n'a pas attendu le rapport Borloo pour agir,
La présidence rappelle notamment le dédoublement des classes de CP, le lancement des emplois francs et la police de sécurité du quotidien. Au nombre des annonces attendues à l'issue de la réunion de ce mardi, l'une emblématique de la philosophie vise à aider les jeunes des quartiers à trouver des stages de troisième qui sont difficiles à décrocher sans réseau professionnel. État et entreprises s'engageront donc à proposer 30 000 offres. Au Nicaragua, des manifestants continuent de protester dans les rues pour s'opposer au gouvernement. Parallèlement, les discussions menées sous l'égide de l'Église catholique se poursuivent. Reportage. Les manifestants anti-Ortega ne démordent pas. Après les 48 heures de trêve conclues entre l'opposition et le gouvernement, les protestations ont repris et ce, malgré la reprise du dialogue national dont le dénouement semble difficile et incertain. Si le Nicaragua avait des institutions solides et fiables, l'issue serait beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, ceux qui sont impliqués dans le dialogue, et en particulier la commission médiatrice, nous sommes confrontés à des institutions non seulement démantelées et détruites, mais aussi peu fiables aux yeux de la société. Y destruidas, sino también poco confiables delante de la sociedad. Pero qué poder. Mais je pense que nous allons bientôt débattre sur quel est le pouvoir de décision et quels seront les effets de cette décision. Esto es lo que próximamente va a ser objeto de debate. Le Nicaragua a vécu ce samedi le premier des 2 jours de la trêve conclue entre le gouvernement et l'opposition, après un mois de manifestations contre le chef de l'État, Daniel Ortega. Ces mouvements ont fait plus de 60 morts. Puis aux États-Unis, Gina Haspel a officiellement pris les rênes de la CIA. Notons que c'est la première fois qu'une femme est appelée à diriger cette agence. Sa prestation de serment s'est déroulée en présence du président américain Donald Trump. Confirmé par le Sénat américain, malgré son rôle controversé dans des programmes de torture après les attentats du 11 septembre, Gina Haspel, qui a passé plus de 30 ans à la CIA, succède à Mike Pompeo, nommé secrétaire d'État. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui sans le courage et le dévouement remarquable dont ont fait preuve des générations d'OSS et de femmes de l'agence aux rôles grands et petits qui ont défié les stéréotypes et ouvert des portes pour le reste d'entre nous. Dans son allocution, le président américain Donald Trump a brièvement souligné l'étape que représentait l'accession d'une femme à la tête de la CIA. Que nos ennemis prennent note. Gina est coriace, elle est forte. Et quand il s'agit de défendre l'Amérique, Gina ne reculera jamais. Aujourd'hui, nous marquons également une autre étape importante, car Gina devient la première femme à diriger la CIA. La candidature de Gina Haspel avait, rappelons-le, créé la polémique car elle a dirigé pendant au moins une partie de l'année 2002 une prison secrète de la CIA en Thaïlande où les détenus suspectés d'appartenir à Al-Qaïda étaient fréquemment torturés. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.